Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce bilan cinéma de l'année 2025. Tradition sur la chaîne depuis longtemps déjà. Et enfin, on y est pour une nouvelle édition entre guillemets de ce bilan cinéma. Toujours un immense plaisir de vous le proposer évidemment. Donc voilà, on va revenir sur les films de 2025 bien sûr, même si je l'ai déjà fait évidemment tout au long de l'année avec les jeux de ciné, on va en reparler un peu plus tard. Donc petit sommaire pour commencer bien sûr. On va commencer par donc juste parler de la chaîne très vite fait, la chaîne YouTube, faire un bilan de la chaîne 2025, ça va être très rapide mais on va quand même le faire. Ensuite, quelques statistiques cinéma pour l'année 2025. Ensuite, on partira donc sur les derniers rattrapages que j'ai pu faire. À l'heure où je tourne, nous sommes le 30 janvier, donc voilà, j'ai profité du mois de janvier pour rattraper quelques films encore qui me manquaient. J'ai pas pu voir tout ce que je voulais, on y reviendra, mais bon. J'ai quand même rattrapé 10 films en plus sur le mois de janvier, donc sorti en 2025, donc on va en parler très vite fait vu que j'ai pas pu en parler encore dans des jeux de ciné de ces films-là bien sûr. Ensuite le top 5 scènes, qui ça aussi commence à devenir une tradition depuis quelques années, issus de films encore une fois qui ne seront pas dans le top 10, qui viendra juste après. Entre les deux on abordera les pas vus donc, les films qui m'intéressaient que j'ai ratés. Et enfin on terminera par les attentes 2026, bien sûr les principales attentes cinéma pour l'année 2026. Voilà donc pour le sommaire qui est finalement relativement similaire par rapport à celui de l'année dernière. Donc parlons de la chaîne tout d'abord assez vite fait. J'avais établi dans le bilan cinéma précédent que je voulais faire 6 jeux de ciné, un tous les 2 mois. J'ai tenu cette promesse, entre guillemets, donc ce qui me convient parfaitement. Il y a quand même eu un petit changement malgré tout, parce qu'autant le premier de 2025, jeu de ciné de 2025, était encore sous un format où je parlais des films assez longuement, on va dire. Et à partir du suivant, donc de mars-avril, alors déjà il y a une nouvelle intro pour fêter la 50e émission. Et surtout, du coup, je suis revenu à un truc beaucoup plus court, beaucoup plus condensé, où je parle des films un peu plus brièvement. Au final, je donne un avis sur 3-4 phrases et j'enchaîne. Alors pourquoi je suis revenu à ça? Parce que je l'avais pas mal fait aussi à une époque, pour pas mal de raisons. La première, je l'avoue, je vais peut-être passer pour un immense flemmard en disant ça, mais au montage c'est tellement plus rapide à monter quand je fais ce format-là. Parce que honnêtement, j'avoue que je commençais un peu à me lasser du montage des jeux de ciné qui étaient longs. Ça me prenait un temps beaucoup trop long et j'avoue que ça me frustrait un peu. Donc voilà, je suis revenu sur ce format-là. Et de toute façon, j'ai envie de dire, certes, je parle des films de façon assez succincte, mais pour la grande majorité des films, je reviens dessus plus longuement dans le Cinéflog, fameuse émission de mon ami Tifford que je salue, tous les mercredis soirs sur Twitch, je rappelle. Je me dis qu'au pire, si vous voulez avoir des avis plus longs, alors après, c'est vrai que j'ai pas mis les liens des Cinéflog dans les descriptions des jeux de ciné, ce que je devrais faire à la limite si l'avis est disponible. Donc voilà, 2026, je pense garder quand même ce truc-là. Un jeu de ciné tous les 2 mois, un format assez court où je reviens sur les films assez succinctement avec 2-3 phrases. Mais si vous voulez un avis plus détaillé, si je n'ai pas dans Cinéflog, je vous mettrai le lien en description. Voilà, à la limite, ça sera peut-être le meilleur compromis. Et du coup, je vais mettre le lien dans les descriptions pour les émissions de 2025. Je le dirai pas systématiquement, mais dans les descriptions, donc il y aura les liens vers les Cinéflog où on parle des films en question. Donc voilà, il n'y a pas tous les films, mais quand même une grande majorité. On revient dessus dans le Cinéflog. Je parle un peu plus librement. C'est moins construit souvent dans les propos, mais au moins c'est un peu plus détaillé. Donc voilà, on va je pense garder ça. Au-delà de ça, est-ce que j'ai d'autres projets sur la chaîne à part les jeux de ciné? Pas des masses. Je pense à 2-3 trucs par-ci par-là, mais c'est que des bribes d'idées. Il faudrait que j'essaie de me motiver peut-être à essayer de proposer un nouveau format, peut-être pas forcément sur le cinéma d'ailleurs. J'hésite. Je suis un peu partagé, je vous avouerai. J'ai réfléchi un peu, donc je promets absolument rien. Si ça arrive un jour, ce sera la surprise. Sinon voilà, les jeux de ciné, ça je les garantis. Pour le reste, nous verrons. Ça dépendra de si j'ai une idée de fou, si j'ai de la motivation, etc. Nous verrons bien. Voilà donc pour la chaîne. Les statistiques cinéma donc pour l'année 2025. Pour l'instant là on est sur l'année civile, encore une fois 1er janvier, 31 décembre. J'ai découvert 130 films, dont 75 qui sont sortis en 2025 en France. Et parmi ces 75 films, il y en a 62 que j'ai vus au cinéma, dans une salle de cinéma. 75 films auxquels je rajoute 10 rattrapages, on va y venir juste après, pour des films sortis encore une fois en 2025 en France, donc des films que j'ai rattrapés en janvier 2026, ce qui fait que pour le top 10, je suis parti sur 85 films, puisque j'ai vu 85 films à l'heure actuelle sortis en France en 2025. C'est 5 de moins que l'année dernière. Tant pis, j'ai pas battu mon record cette fois-ci. C'est quand même déjà un score tout à fait honorable, en sachant que j'ai trouvé qu'au milieu de l'année, il y a eu un espèce de ventre mou où il n'y avait pas beaucoup de films qui étaient intéressants. Par contre, fin d'année, ça s'est plutôt bien rattrapé pour le coup. Je vais y venir plus tard. Mais voilà donc pour les stats succinctes, encore une fois. Vous pouvez aller sur mon Letterboxd, il y a un onglet stats si vous voulez avoir des trucs un peu plus précis, mais bon.
Voilà, je vais pas rentrer un peu trop dans le détail, c'est pas forcément le but de la vidéo. Nous allons donc passer au rattrapage, mes derniers rattrapages des films sortis en 2025, donc que des films que j'ai vus en janvier 2026, donc c'est pour ça que je les ai pas encore abordés dans des jus de ciné. D'ailleurs, j'en parlerai pas dans le prochain jus de ciné, puisque je vais en parler là. Je sais pas si vous allez voir le chat. Non. Non. Ah si, oui, vous avez vu un bout de queue. C'est tout ce que vous aurez. Désolé. Donc les derniers rattrapages de 2025 que j'ai pu faire au mois de janvier, on commence avec Frankenstein, réalisé par Guillermo del Toro, donc directement sorti sur Netflix. Nouvelle adaptation du roman de Mary Shelley, bien sûr, avec notamment Oscar Isaac, Jacob Elordi ou encore Mia Goth. Je sais pas comment on pense comme ça d'ailleurs. J'ai trouvé le film plutôt pas mal, sans avoir été non plus subjugué. Je trouve qu'il y a des trucs intéressants dans les décors, dans les costumes, etc. Je trouve que techniquement, alors c'est un peu inégal, mais il y a quand même certains... Comment je peux dire ça, inégal dans le côté parfois un peu trop numérique. Malgré tout, il y a quand même des plans qui fonctionnent. Indéniablement, il y a quand même un savoir-faire assez palpable de la part de Del Toro. J'ai été un peu moins convaincu peut-être aussi par la narration que j'ai trouvé parfois un petit peu lourde. Voilà, le film n'a pas plus passionné que ça pour être honnête. Je l'ai trouvé tout à fait regardable, très intéressant par moments. Peut-être un peu long, en vrai aussi quand même 2h25. Un peu long pour ce que c'est entre guillemets. Je pense qu'il y avait moyen d'être plus efficace peut-être et de resserrer un peu le propos, parce que je trouve que tout n'est pas forcément très pertinent dans le film, mais bon, ça se suit quand même plutôt sans déplaisir. Il y a quand même certaines scènes qui fonctionnent très bien, le casting est globalement très bon aussi. Je sais pas si ça aura des Oscars, peut-être un peu plus techniques, parce que c'est quand même plus intéressant de ce côté-là. Globalement, voilà, on sent que c'est un film d'artisan presque, plus ou moins. On sent que Del Toro a de la bouteille, etc. Et enfin bon, ça reste quand même terrible que ce genre de film, il n'arrive pas à le faire financer par une voie classique et donc qui puisse sortir au cinéma. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas toujours. Voilà. Netflix, bon, il y a plein de choses à reprocher à Netflix et je suis pas le dernier pour reprocher des trucs à Netflix, mais au moins, bon, bah, ils permettent de ce genre de projet d'exister. Alors après, est-ce qu'ils ont eu la main mise? Est-ce que certaines faiblesses du film viennent d'eux? Je ne sais pas. Au moins, le film existe, c'est déjà pas mal, plutôt sympathique. Reflet dans un diamant mort de Hélène Caté et Bruno Forzani, un duo de réalisateurs assez connu quand même dans la sphère cinéphile, notamment dans le cinéma français. En tout cas, c'est le premier film du duo que je vois, pour être tout à fait honnête. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Là, pour le coup, ce film-là, alors, je sais pas pour les autres, mais je crois que c'est un peu la même vibe. C'est extrêmement esthétique, où c'est vraiment très poussé. Il y a de sacrées images, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Après, l'histoire, j'ai un peu moins été embarqué. Déjà, c'est volontairement un petit peu confus dans sa narration. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu... pas forcément une punch, mais en tout cas, on comprend quand même des trucs au fur et à mesure. Mais c'est vrai que le fait que ce soit très disparate dans ses révélations, puis le film change un peu de genre tout le temps. Donc c'est vrai qu'il faut s'accrocher. C'est pas toujours très ludique, mais en tout cas, il y a de sacrées images, ça c'est sûr. Alors après, pareil, le trop plein d'esthétisme, parfois peut-être dessert un peu finalement l'ensemble. Ça reste du pinaillage parce que globalement, c'est quand même un film qui est assez intéressant à regarder. Voilà. Donc j'ai pas été encore une fois particulièrement charmé par la proposition, mais ça m'a quand même donné envie de voir d'autres films du duo. Et en tout cas, en termes d'image pure, d'image de cinéma pur, on peut quand même pas faire la fine bouche, il y a quand même de sacrés morceaux. Donc voilà, donc si vous êtes plus attiré par l'esthétique à la limite dans les films, je vous recommanderais Reflet dans un diamant mort. Elle est pile... Ah si, vous la voyez, elle est vraiment pile dans l'angle. Elle est vraiment pile... Non, elle est vraiment pile dans l'angle pour pas qu'on la voit. C'est quand même assez fort. Regardez-moi ça. Là, si je m'en remets, vous la voyez plus. Voilà. Je la cache, désolé. Life of Chuck de Mike Flanagan, que j'ai rattrapé parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Je l'avais raté en salle parce que bon, je sais pas, j'étais un peu interloqué. Je me disais, Flanagan qui fait un film qui n'a pas du tout l'air d'être de l'horreur, lui qui était quand même un cinéaste habitué à ça. En fait, j'étais vraiment étonné du fait que Flanagan propose un film comme ça, donc peut-être que c'est ça qui m'a peut-être bêtement pas attiré en salle. Mais bon, je voyais quand même d'excellents retours dessus, donc je l'ai regardé et j'ai trouvé ça vraiment bien. La preuve qu'il faut rater que ses a priori. C'est assez fort dans sa narration déjà, parce que le fait que ce soit raconté à l'envers, je trouve ça assez brillant. J'avoue, j'ai particulièrement apprécié la première partie du film, sans trop dans ce côté très fataliste et en même temps très doux. J'ai trouvé ça assez fort, j'ai trouvé ça très bien fait, très vite. Il y a pas mal de flou, ce personnage de Chuck, justement, sans trop en dire encore une fois. J'aime beaucoup comment c'est amené, et donc avec la narration à l'envers, entre guillemets, voilà, on comprend les choses au fur et à mesure, et je trouve ça assez intelligemment fait. Je trouve que le casting est quasiment parfait. J'ai pas eu de fausse note en tout cas particulière. Quelques idées de mise en scène sympas. Et globalement, c'est quand même un film feel good. J'aime pas trop ce terme, mais il est vrai, c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui est complètement recommandable pour toutes les générations, pour tout type de cinéphile, entre guillemets. C'est vraiment, vraiment de bon niveau. Moi, du coup, voilà, j'ai plus été marqué par la première partie, mais le reste se suit vraiment bien. Et
Et c'est un chouette film. On n'est pas si loin du génial. Et cette putain de voix off. Cette putain de voix off qui rythme quasiment tout le film, qui te surexplicite des trucs qu'on avait déjà un peu compris. Alors je sais pas si c'est pour rendre le truc un peu plus littéraire, pour le côté adaptation, mais pardon, ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule, j'en pouvais plus. Faut savoir que je suis assez peu client des voix off, c'est très rare. Quand j'aime des voix off, je trouve ça en règle générale assez paresseux. Je trouve que c'est pour raconter des trucs qu'il n'arrive pas à montrer visuellement. Quand je dis il, c'est le film. Donc ça m'emmerde beaucoup. Et là, mais merde. Alors oui, il y a peut-être le côté un peu fable. Non, ta gueule, désolé, ta gueule. Je pouvais plus. C'est vraiment le gros point noir du film. Sans ça, je pense qu'il aurait... Parce que du coup, vous vous en doutez, il est pas dans le top 10. D'ailleurs, aucun film ne rattrape dans le top 10, sinon j'en parlerai pas là. Et bordel, celui-là, il a vraiment failli y être. Hein. Mais cette putain de voix off, je peux pas. Rien que pour ça, j'ai... Non, je peux pas. Cette putain de voix off. Ferme ta gueule. Pardon. Vraiment, ferme ta gueule. Zootopie 2 de Jared Bush et Byron Howard. J'avais revu le premier film avant d'aller voir ce deuxième, parce que ma chère et tendre ne l'avait pas encore vu, et je confirme que je l'aime vraiment bien. Et j'avoue que la chute n'en a été que plus grande, entre guillemets, parce que ce second film m'a assez épuisé, je dirais, et pas forcément dans le bon sens du terme. Je trouve que tout va trop vite, je trouve que, alors je sais pas si je deviens vieux, mais je trouve que le film ne respire jamais. C'est un enfer. Il se passe 50 000 trucs à la seconde, on n'a même pas le temps de profiter de quelque chose. Tout va trop vite. En termes d'animation, c'est à la fois sublime et en même temps il y a un côté, je trouve, peut-être trop parfait, dans le sens où très lisse. J'ai trouvé ça artificiel presque par moments, tellement c'était détaillé. Je pense que personne ne va me suivre là-dessus, mais bien que ce soit en soi très bien animé, mais je sais pas, j'ai trouvé ça peut-être trop bien animé. Je sais pas si ça a du sens, mais ça m'a pas mal perturbé par moments aussi. Et ouais, enfin je trouve que le film est pas très drôle, je trouve que tout ce qui marchait dans le premier film marche pas forcément là, même la relation entre les deux personnages principaux. Je vois ce qu'ils essaient de faire, mais je trouve que ça marche pas vraiment, parce que à aucun moment on y croit vraiment au fait qu'ils s'embrouillent, etc. Parce que pour moi, la question avait été déjà abordée dans le premier film. Pour moi, c'est la suite qui n'aurait pas dû exister, parce que je trouve vraiment le film très vain. Je trouve qu'il n'apporte rien. Je le trouve même très niais, surtout avec le personnage du serpent. Non, vraiment, j'ai trouvé ça très moyen. Je dis pas que tout est acheté non plus, au loin de là, mais franchement, le film est un peu épuisé, et pas dans le bon sens du terme, encore une fois. Je suis assez surpris du succès énorme du film et du succès même critique. Vraiment, par rapport au premier film, je trouve que c'est une lourde chute. Désolé. Black Dog, réalisé par Guan Hu, j'espère que je prononce bien, c'est un film chinois que j'ai la chance de rattraper au cinéma dans le cadre du festival Télérama, qui propose dans les cinémas Art et Essai sur deuxième moitié du mois de janvier de pouvoir rattraper les meilleurs films de 2025. Plus ou moins. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai attendu quasiment la fin du mois pour tourner ce bilan cinéma, parce que justement je voulais profiter de ce festival pour rattraper des films que je voulais voir en salle, parce que c'est quand même toujours plus intéressant de voir les films en salle. Et ce Black Dog, je le trouvais vraiment bien. Peut-être parfois un peu trop flou dans sa narration, où ça m'a un peu perturbé. Je trouvais qu'il y avait des moments où le film aurait pu vraiment être beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant, beaucoup plus touchant, et je trouve que ça l'effleure seulement sans vraiment l'être. Après voilà, il y a des plans assez forts, je trouve qu'il y a une certaine granularité dans l'image, qui fonctionne très bien, donc en termes de photo c'est très solide. Le casting est bon, et puis forcément, le personnage est un fan de Pink Floyd. Déjà, le film marque des points, on va pas se mentir, et surtout le générique de fin contient Hey You des Pink Floyd, chanson que j'adore, donc ça m'a régalé d'entendre cette chanson au cinéma. Malgré tout, c'est vrai que quand on y repense un peu, vu que ça parle de Pink Floyd, je me dis pourquoi ne pas utiliser Dogs? C'est la question que je me suis posée. Il y a deux chansons de Pink Floyd dans le film, donc Mother et Hey You, donc issu du label The Wall. Alors apparemment, effectivement, il y a une thématique, parce qu'en plus, il y a dans la chambre du personnage principal, il y a un poster de Pink Floyd The Wall, le film d'ailleurs plutôt. C'est surtout un fan de l'album The Wall, a priori, donc bon, vis-à-vis de ça, c'est cohérent, mais pourquoi ne pas mettre Dogs? C'est-à-dire que c'était quand même le film pour, je veux dire, c'est dommage. Il y a quand même une chanson qui s'appelle Dogs dans le groupe. Dommage. En plus, ça aurait été couillu, vu que le morceau dure 17 minutes, de mettre l'intégralité du morceau dans le film. Bon, j'aurais adoré. Bon, peut-être que ça aurait été très fan service pour moi, mais bon, ça faisait quand même ça d'entendre du Pink Floyd dans une salle de cinéma. Voilà, sinon, non, vraiment, le film est vraiment intéressant. C'est plus dans les personnages secondaires qui viennent, qui repartent, qui machin, ou... Je trouve que ça manque un petit peu de consistance, et je trouve ça un peu dommage. C'est quand même vraiment un bon film. Il n'était pas si loin du top 10 pour être tout à fait honnête. Voilà, quelques petits trucs qui m'embêtent un peu pour qu'il soit dedans, mais non, globalement, c'est quand même un film que je recommande. Mac Walter de Simon Astier, qui était directement sorti sur Prime Video. J'ai pas aimé. Alors pourtant, mes attentes étaient basses, parce que j'avais déjà vu les premiers retours qui étaient quand même globalement très tièdes, voire assez mauvais. Sur le papier, je comprends l'idée. C'est quand même à encourager le fait d'essayer de reproposer un petit peu de l'humour vraiment totalement absurde en France,
où il y a un côté un peu zaz par moment dans ce film-là, mais je trouve que ça fonctionne très peu au final, à part 2-3 vannes rigolotes et 2-3 idées. Sinon, globalement, ça tombe quand même à l'eau quasiment à chaque fois. Je trouve le casting extrêmement inégal, je trouve que c'est pas très bien réalisé. On sent qu'il y a des moyens et en même temps, je trouve ça très cheap par moment. Puis surtout, j'ai Paris, quoi, quasiment Paris. Ce qui, quand même, pour une comédie, est très fâcheux. J'ai rien contre Mister V, en vrai, je pense que ça reste un vidéaste que j'apprécie pas mal. Mais là, j'avoue que. En fait, j'ai l'impression de voir une vidéo YouTube étirée sur 1h30 et j'avoue que ça me pose beaucoup de soucis. Ça fonctionnait bien mieux en court-métrage, quoi. Ça fonctionnait bien mieux sur sa chaîne YouTube. Là, sur un format long comme ça, où il y a quand même une ambition, entre guillemets, cinématographique, ça matche pas. C'est la fausse bonne idée, comme on dit. Malgré quand même quelques. Notamment, par exemple, William Labiguil, que j'aime beaucoup, qui, encore une fois, un peu comme. Alors, comparaison peut-être un peu osée, mais comme dans Les Nouvelles Aventures d'Aladdin, bah, c'est le seul qui arrive vraiment à nous faire décrocher des sourires, quoi, parce que c'est un excellent acteur, parce qu'il arrive très bien à vendre ses répliques. Quand il est là, ça fonctionne. Mais sinon, c'est un peu dur, quoi. C'est quand même un peu compliqué. En vrai, il y a aussi Vincent Dodienne qui s'en sent pas si mal quand même. Je suis un peu mauvaise langue. Mais ouais, non, globalement, j'ai vraiment pas accroché. J'ai trouvé ça globalement assez lourd. Albatar, 4 fois d'affilée, bah, c'est drôle qu'une fois, pas 4. Et puis la scène de fin aussi, catastrophique. Catastrophique, la scène de fin, vraiment, je t'en qu'est-ce que je regarde là. Bref, désolé, mais non. Train Dreams de Clint Bentley, directement sorti sur Netflix, nommé aux Oscars. J'étais un peu déçu, pour être tout à fait honnête. J'ai trouvé le film plutôt pas mal, très beau esthétiquement, très belle photographie, mais je l'ai trouvé assez désincarné et pas très passionnant au final. Alors je comprends un peu l'idée, je comprends ce que ça essaie de me raconter, mais j'avoue que j'ai pas été particulièrement embarqué. Encore une fois, il y a une voix off un peu insupportable par moment, et surtout le film est très inconséquent, je trouve, dans l'enchaînement de ses péripéties, et du coup je trouve qu'on a un peu mal à s'attacher au personnage. Parce que pourtant, le mec enchaîne un peu les tragédies sans trop en dire. Et on a l'impression que. Alors, oui, je sais bien que ça peut être un côté, le message en mode bah, la vie continue, faut quand même s'accrocher, etc. Mais j'ai du mal à m'impliquer. Principalement à cause de ça. Il y a quand même certains moments qui fonctionnent bien. Il y a quand même des images de cinéma qui restent intrigantes. Et le casting est quand même bon, globalement. J'aime beaucoup Felicity Jones, donc j'étais content de la voir là. Il y a aussi Kerry Condon, que je trouve assez génial. Et d'ailleurs, les scènes avec elle, il n'y a pas beaucoup, mais elles sont vraiment très réussies. Parmi les meilleures du film, à n'en pas goûter. Sans plus. Tentez-le quand même, parce que ça reste un film qui est intéressant et qui peut même être plutôt beau par moment. Mais voilà. Le fait que tout ça est finalement un peu vain, je trouve. Le fait qu'il y a cette voix off un peu envahissante par moment. J'ai pas été plus embarqué que ça. C'est sympathique, mais sans plus. Avatar 3 de James Cameron. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas mal de reproches à faire au film. Mais je l'ai quand même aimé. Cet enfoiré de Cameron est quand même plutôt fort. Je l'ai vu en 2D, HFR quand même, mais en 2D. Alors, j'avais lu pas mal de choses qui disaient quand même qu'il était mieux que le deuxième film. Sur pas mal d'aspects, effectivement, mais pas tous non plus. Parce qu'il y a quand même des défauts du 2 qui sont quand même inhérents à celui-ci. Ne serait-ce que, moi je suis désolé, alors, ça a été un long débat que j'avais eu avec les gens de la commu Twitch. Il y a, quand le 2 était sorti, ou même un peu avant, je crois, il y a eu un peu de tension vis-à-vis de ce débat sur le 48 images par seconde. Qui du coup donc le fameux HFR, High Frame Rate, que propose le film et que déjà proposait Avatar 2. En soi, j'ai rien contre le 48 images par seconde en tant que tel, pour expérimenter, quand c'est justifié, pour des séquences fluides, etc. Oui, le seul problème, c'est que pourquoi, et c'était déjà un défaut pour moi du 2, pourquoi ne pas être plus cohérent dans le découpage entre guillemets entre 24 images par seconde et 48 images par seconde. Le problème, c'est que parfois, entre deux séquences en 48 images par seconde, et on a quelques plans en 24 images par seconde, et c'est saccadé. Et c'est même dégueulasse. Je ne comprends pas cette volonté de faire ça. Genre parfois, entre deux séquences en 48 images par seconde, t'as 3-4 plans en 24 images par seconde au milieu de la séquence qui du coup sont dégueulasses. Parce que c'est saccadé. On s'habitue à 48 images par seconde, l'œil s'habitue, puis d'un seul coup, pouf. J'ai l'impression que le jeu d'ailleurs c'est intéressant, j'y reviendrai, j'ai l'impression que ça lag. Ça lag. C'est pas agréable du tout. Je pensais naïvement que tout le film était en 48 images par seconde, ça m'aurait moins choqué. C'est le même défaut que dans le 2. Dans le 2, c'était pareil, il y avait des plans qui étaient saccadés du coup entre deux séquences. Et là, c'est la même chose. Je crois qu'il y en a un peu moins dans ce troisième film, mais il y en a quand même. Autant à la limite vraiment de séparer les séquences d'action et les séquences un peu plus calmes entre guillemets. Mais non, il y a des plans d'action en 24 images par seconde et des plans de dialogue en 48 images par seconde. Ça n'a aucune logique. Encore une fois, je reviens sur mon exemple de Transformers 5 dans le côté changement de ratio d'image quasiment tous les 3 plans. Ça n'avait aucun sens non plus. À la limite, le faire pour une séquence en particulier, puis après, ok. Sauf que là, le film n'arrêtait pas de mélanger les ratios d'images tous les 3 plans, donc c'était insupportable à regarder. Et là, bon, c'est quand même pas aussi choquant, entre guillemets, mais je comprends pas ce délire. Je trouve que scénaristiquement, effectivement, il y a le côté très redite qui m'embête pas mal. Le fait aussi qu'on a l'impression qu'il y a que des arrangements pour que les moments où il devrait buter l'autre, ils le fassent pas parce que y a un tel personnage, et parce qu'il y a une telle situation, parce que là, il faut s'entraider, parce que à ce moment-là, puis finalement...
Au bout d'un moment, c'est d'une lourdeur, au bout de 4-5 fois. Il y a des espèces de boucles dans le film qui sont un peu reloues, j'avoue. Le fait est aussi que à la fin du 3, on soit encore une fois quasiment au même stade qu'à la fin du 2, à quelque chose près. Et justement, 3h15 de film pour qu'au final on soit quasiment au même stade. Si vous reprochez ça à Kaamelott, je ne comprends pas pourquoi vous reprochez pas ça à Avatar. Mais, malgré tout ça, quel spectacle! Normalement, il faut aussi dire les termes. Quel spectacle! C'est encore une fois extrêmement impressionnant. Il y a des séquences de folie. Il est trop fort! C'est un enfoiré, mais il est trop fort. En revanche, le prochain, je ne serai pas aussi tolérant. Je pense là vraiment, celui-là, il passe encore. Le prochain, je serai beaucoup plus critique. Apparemment, le prochain, de ce que j'ai entendu, va se passer bien après. Apparemment, on parle même de séquences sur Terre. Ça, par contre, j'avoue, ça m'intrigue énormément. C'est un 2.5. C'est le gros défaut. Et en même temps, c'est une mise à niveau. C'est un patch très satisfaisant. Tout le nouveau contenu est quand même très intéressant. Mais c'est vrai que, en vrai, 48 images par seconde, encore une fois, il y a quand même encore un côté un petit peu jeu vidéo par moment, quand même, qui m'embête un peu. Je sais qu'après, c'est une question d'habitude aussi, mais encore une fois, tant que c'est que du 48 images par seconde, pourquoi pas? En vrai, je comprends la volonté de ne pas non plus faire tout le film en 48 images par seconde, mais dans ce cas-là, sois cohérent dans tes changements de fréquence d'image. Et non, quand même, par rapport au 2, il y a quand même un meilleur antagoniste. Il y a quand même pas mal d'idées, notamment toute la séquence dans la base des humains, je la trouve assez géniale. Il y a encore des choses qui fonctionnent, je dis pas le contraire. Heureusement. Mais bon, voilà. Attention James, le prochain je serai beaucoup moins gentil. Donc ça passe encore pour cette fois, t'as réussi son coup, mais attention au prochain. Valeur sentimentale, réalisée par Joachim Trier, pareil que j'ai pu voir au cinéma grâce au festival Le Télérama. J'ai trouvé ça vraiment bien, très beau. Globalement, est-ce que je l'ai préféré à Julie en 12 chapitres ? C'est une bonne question. J'aurais envie de dire par moment oui, par moment non. Je trouve que c'est globalement réussi. Pareil, il aurait pu être dans le top 10. C'est un peu le problème aussi des films que je viens juste de voir, entre guillemets, parce que là, alors je vous parle, je l'ai vu il y a 5 jours. Moi, généralement, j'aime bien quand même laisser décanter pour pas non plus trop privilégier les films que j'ai vus récemment. Il y a ce côté très culture de l'instant. C'est beaucoup plus compliqué de se rappeler de films qu'on a vus en tout début d'année et après donc de les garder pour le top 10. C'est vrai qu'en règle générale, les films de début d'année se retrouvent vraiment dans le top 10 parce que c'est vrai que justement, parfois on les oublie un peu ou machin. Pour essayer de rester relativement honnête et juste par rapport aux films de début d'année, on va dire. Voilà, je laisse décanter. Il aurait pu être dans le top 10 en vrai parce qu'honnêtement, je lui reproche pas grand chose, à part peut-être de manquer un peu de subtilité par moment. Il y a quand même de sacrées idées dans le film. Ça joue très bien. C'est un peu trop tire-larme par moment et que ça m'a pas totalement ému. Alors après, je pense que pareil, c'est une question aussi de ça va parler ou ça va pas parler aux personnes. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être bien plus impactés par le film et bien plus touchés parce que ça les touche plus personnellement. Tout ce qui est dépeint dans le film, c'est pas des trucs qui m'atteignent forcément moi personnellement parce que j'ai pas forcément le même passif, etc. ou la même situation familiale. Donc il y a ça aussi qui peut jouer forcément. Donc voilà, peut-être qu'il va manquer aussi cette identification-là entre guillemets, mais au-delà de ça, non, factuellement, c'est un bon film. Renate Reims, je sais pas qu'on prononce comme ça, je crois, est très forte et si elle a l'Oscar, ça me choquerait pas. Vraiment bien. Et enfin, Nino de Pauline Loques, que j'ai trouvé aussi assez réussi. Déjà, Théodore Pellerin, trop fort. Honnêtement, s'il n'a pas le meilleur espoir masculin au César, je serais très désappointé. C'est un personnage particulièrement attachant, donc pour ça c'est vraiment très réussi. J'ai été un poil déçu peut-être par les relations avec les personnages secondaires où parfois je les trouve un peu trop effleurés, c'est pas assez exploré et par moments je trouve que ça manque un petit peu de cohérence parfois dans les réactions des personnages, dans les rapprochements. Il y a certains trucs qui m'ont paru assez peu naturels, je dirais, ou en tout cas qui m'ont un petit peu décontenancé, ce qui m'a empêché de pleinement apprécier tout ça, même si je comprends l'idée, même s'il y a de très belles séquences et que globalement c'est un film qui se suit très bien, en plus il est assez court donc vraiment il y a aucune raison de pas foncer. Encore une fois je l'ai vu très récemment donc c'est vrai que directement dans le top 10 ça m'embête et au-delà de ça je pense que je l'ai pas assez aimé pour qu'il soit dans le top 10 mais encore une fois ça reste vraiment un bon film à n'en point douter et on espère qu'il aura des Césars parce qu'il le mérite. Voilà donc pour les 10 films que j'avais rattrapés en janvier. Il est donc temps de passer au top 5 scènes, on commence à un peu rentrer dans le vif du sujet. Alors mes scènes préférées de l'année, oui et non, c'est toujours un peu compliqué de dire ça, mais bon, c'est surtout que là j'ai pris 5 films que j'ai vraiment bien aimés, et on pourrait presque aussi voir cette catégorie comme un outsider, parce que honnêtement c'est 5 films qui ont été vraiment pas loin du top 10 pour le coup, et du coup j'avais quand même envie un peu de revenir dessus, à travers une scène que j'ai trouvée marquante dans chacun de ces films. Donc vous voyez ça aussi un peu comme une partie un peu outsider, presque comme un top 15, 14, 13, 12, 11. Bon, j'ai fait un classement, pareil pour le top 10, j'y reviendrai, mais c'était assez compliqué. Le classement, honnêtement, n'y prêtez pas plus attention que ça, parce qu'honnêtement, c'est vraiment histoire d'eux. Si on inverse les places, par exemple, du 3 et du 4, ça me choquerait pas plus que ça. Je vous le dis tout de suite. En numéro 5, The Brutalist de Brady Corbet, qui, pour le coup, est effectivement un film que j'ai vu quasiment en début d'année, mais qui est toujours dans ma tête.
donc ce qui est déjà assez fort. Et au-delà de ça, j'avais vraiment trouvé le film assez impressionnant sur pas mal d'aspects. Bon, fatalement un peu long, 3h30 quand même, faut le rappeler. J'ai failli mettre la scène de l'entracte, parce que en soi, vivre ça au cinéma, je trouve ça fort en vrai. Plus pour le contexte, plus que par la scène en elle-même, parce que effectivement, l'entracte, pour s'en dire, c'est une photo et pendant 15 minutes, il y a un petit chrono et voilà, tu fais ta petite pause pipi si t'as envie. Ouais. Moi, je suis resté pendant 15 minutes et je me suis imprégné, entre guillemets, de l'image. Il y a aussi un petit fond sonore de mémoire, oui, il y a un petit fond sonore aussi qui se déclenche. Mais parce que ça reste des expériences collectives, ce genre de moment, et j'avoue que j'ai trouvé ça assez appréciable. Donc voilà. Donc en vrai, c'est pas tant la scène, c'est plus le contexte de la scène. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top 5, mais en vrai, j'ai failli. Mais du coup, non, j'ai choisi la scène d'introduction et principalement cette fameuse séquence où le personnage donc de Adrien Brody sort d'un bateau, je crois, si je dis pas de bêtises. La musique en plus qui se déclenche à ce moment-là, qui est assez significative et marquante, et surtout notamment ce plan avec la Statue de la Liberté inversée qui déjà en dit long sur la chute du rêve américain métaphoriquement, alors que le film vient tout juste de commencer, qui donc du coup en un plan déjà annonçait toute l'horreur et la brutalité, sans faire de mauvais jeu de mots, de ce qui va suivre. Donc j'ai trouvé ça très fort. Et voilà, puis tout ce plan séquence aussi où on le suit avec là pour le coup je trouve que la voix off des personnages Felicity Jones qui donc c'est l'être en gros, mais donc qui est narré par ce personnage là pour le coup un exemple de voix off qui pour moi fonctionne parce qu'elle rythme la scène. Voilà, une belle utilisation de voix off. C'est ça aussi que j'avais envie de mettre en avant, pardon. Globalement, le film, encore une fois, pour en parler très vite fait, est vraiment réussi. Voilà, j'ai pas adhéré forcément à tout, mais non, voilà, globalement, ça reste un film assez impressionnant et puissant. Le final m'a eu. J'avoue que je l'avais pas du tout vu venir. Peut-être que je suis très naïf, c'est possible. Et puis voilà, quel casting, musique aussi très, très intéressante. Non, c'était fort. En numéro 4, alors là ça va être un peu compliqué parce que c'est pas une scène en particulier, c'est plutôt une séquence. C'est une grande scène, on va dire. Le film c'est Résurrection, réalisé par Bigan, qui pour le coup, oui, est sorti aussi très récemment et que j'ai vu assez récemment également. Pour revenir quand même sur le film, donc qui est globalement divisé en 5 séquences. J'ai eu pas mal de mal avec la 3e séquence, notamment, où je me suis quasiment endormi, je vais dire les termes, j'en suis navré. J'aurais presque dû revoir le film rien que pour ça, mais bon. Il s'avère que la 3e séquence m'a pas mal ennuyé. Par contre, j'avais adoré la première, j'avais trouvé la 2e assez sympa, la 4e aussi, je l'avais bien aimé. Et il y a eu la dernière séquence, le dernier segment du film, je vais pas trop en dire. Je sais pas si je vais pouvoir la trouver quelque part, ou au moins quelques plans de cette séquence-là, notamment ce plan séquence qu'il y a dans ce segment, avec la danse, avec la baston, entre guillemets, sans trop en dire. C'est virtuose, c'est absolument impressionnant. La séquence m'a totalement sorti de ma torpeur et même tout le segment en général. Et pour le coup, c'était pas gagné parce que j'étais vraiment fatigué. Et tout ce segment, je l'ai trouvé tellement impressionnant, tellement beau, tellement puissant, machin. Et je te demande, ah ouais, voilà, là je retrouve le Bigan qui m'avait impressionné déjà aussi dans son précédent film Un grand voyage vers la nuit, où pareil, il y avait un énorme plan séquence de plus d'1 heure en deuxième moitié. Bon, donc là, le plan séquence est un peu plus modeste, entre guillemets, mais bon, il reste magnifique et vraiment toute la séquence, tout le segment même en général, est très impressionnant. Donc voilà, j'avais quand même envie de mettre ça en avant parce que voilà, le film est très inégal, mais toute cette séquence, c'est quand même très fort. C'est un moment suspendu et ça reste un des moments forts de l'année cinéma 2025, selon moi. Malgré tout, il faudra quand même que je revoie le film à l'occasion, en étant moins fatigué pour voir si vraiment ce 3e segment, il y a un gros problème avec lui ou si c'était moi. À voir, peut-être que je réévaluerai le film un peu à la hausse, mais bon, pour l'instant, il reste aux portes du top 10, ce qui est déjà pas mal. En numéro 3, 28 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle, que j'avais vraiment bien aimé. Je sais que le film a beaucoup divisé, et en vrai, je peux le comprendre, mais moi, vraiment, j'avais été assez impressionné par l'ensemble. Déjà, moi, le tournage à l'iPhone, pourtant, je suis plutôt anti-Apple, mais bon, malgré tout, sur ce que ça dégage comme image, sur ce que ça crée, j'ai trouvé ça assez génial. Les fameux trucs avec les 28 iPhones, la machin en ligne, enfin je dis 28, un chiffre au pif avec les fameuses ces espèces de killcam un peu. Moi, c'est le genre de truc que j'adore, moi, c'est le genre d'idée que j'aime beaucoup. Et globalement, toute la première moitié du film, je l'avais trouvé vraiment génial. Un peu moins embarqué par la seconde moitié, mais là, il y a quelques petites fulgurances par-ci par-là. Mais bon, au-delà de ça, j'ai pas encore vu la suite alors que je vous parle. Évidemment que je vais la voir, parce que j'ai très envie. En plus, avec les retours assez dithyrambiques qui sont assez surprenants. Mais donc voilà, bref, j'ai hâte de voir la suite. Je l'ai pas encore vue, bref. Mais bon, la séquence là en question dont j'ai envie de vous parler dans ce 28 ans plus tard, c'est la séquence Boots. Ce qui est assez intéressant, alors de ce que j'ai compris, il faut se rappeler déjà du premier trailer de 28 ans plus tard, où il y avait déjà donc ce poème anglais qui s'apparente à la guerre, pour faire court, et du coup, normalement, c'était rythmé par ce poème avec le fameux Boots, et ça crée une ambiance qui était assez folle, je trouvais, avec les images du film, avec aussi la musique, etc. Je trouvais que c'était marrant, ce qui était brillante, globalement. Tellement brillant que du coup, ils l'ont repris pour le deuxième trailer. Et apparemment, du coup, ça a tellement plu aux gens que finalement, ils en ont fait une scène un peu étendue
dans le film, et vraiment je m'y attendais pas du tout. Avant d'aller voir le film, je le souhaitais presque, sans vraiment l'assumer, et au final, quand j'ai commencé à entendre le poème, je me suis dit, oh oui, et je trouve que ça fonctionne encore très très bien dans le film, où en plus donc on va vraiment mêler des images d'archives, il y a aussi ces plans absolument terrifiants, tout en rouge là, avec les yeux des infectés qui ressortent, avec l'ambiance de la musique, etc., et le poème qui vraiment donne un côté très flippant à l'ensemble. Je trouve ça brillantissime. Et aussi, ce que j'avais pas fait gaffe d'ailleurs quand j'ai vu le film au cinéma, c'est qu'il y a aussi des images de 28 semaines plus tard, notamment les séquences avec les snipers, etc. Parce que c'est vrai que 28 semaines plus tard a un côté un peu plus militaire, donc j'ai presque vu ça comme une espèce de petite pique ou critique envers 28 semaines plus tard, qui n'avait pas été fait par Danny Boyle et Alex Garland au scénario. Du coup, vraiment, il arrive à tout englober avec un propos, avec une métaphore, etc. de la guerre. J'ai trouvé ça assez brillant et je trouve que ça rend parfaitement bien. Puis alors, le dernier plan de la séquence, avec déjà la musique qui fait brrr. Alors oui, bon, on peut voir ça un peu comme du Hans Zimmer presque, mais je trouve que non, c'est quand même fait de façon assez punk, j'aurais envie de dire. Et puis donc ce plan avec l'infecté de dos là où la caméra presque se déplace en même temps que lui au rythme de sa respiration, je trouve le plan ouf. Donc voilà, séquence assez brillante, j'ai trouvé. C'est vraiment le moment qui va introduire tout le rythme de passage du personnage de Spike, entre guillemets, et je trouve que ça fonctionne très bien parce que ça annonce le danger de façon pas forcément subtile, mais en tout cas de façon intelligente. Donc j'ai trouvé ça assez fort. J'aurais pas pu mettre aussi la scène d'intro du film dans le top 5 qui est aussi, je trouve, très réussie dans son genre, mais bon, voilà, cette séquence-là m'a quand même encore plus marqué. Et encore une fois, je suis assez content qu'il l'ait ajouté apparemment dans les moments, au vu du succès des trailers. Donc voilà, je suis content qu'ils aient gardé cette idée-là, que je trouve assez géniale. Enfin, en tout cas, l'utilisation des poèmes et ce qu'ils en font, comment ils l'appliquent au contexte du film, et comment aussi en plus c'est marié avec la musique, c'est très fort. Bravo. En numéro 2, Substitution, Bring Her Back, des frères Philippou, deuxième film du duo de youtubeurs australiens à la base, qui avait déjà fait donc Talk to Me, La Main, que j'avais trouvé plutôt sympathique, mais là vraiment Bring Her Back, ils ont franchi un cap selon moi, et pareil le film a été vraiment pas loin du top 10. Sally Hawkins, qui a joué dans plein de trucs, hein, bien sûr La forme de l'eau, etc., mais surtout la mère qu'on a tous envie d'avoir dans Paddington 1 et 2, et là de voir qu'elle joue un rôle, on va dire, de psychopathe absolument terrifiante. Quelle actrice, on la voyait vraiment comme une femme douce, gentille, qui respirait la bienveillance, et là de l'avoir dans ce film là, ça fait très mal entre guillemets, ça brise un peu les rêves qu'on avait tous de l'avoir comme maman après Paddington ou même dans Wonka, mais là non, là ça fait mal là pour le coup, mais ça prouve que c'est une actrice absolument formidable, et au-delà de ça tout le reste du casting est formidable, et puis il y a vraiment des séquences assez fortes. J'avais failli mettre la scène d'introduction au début dans ce top 5, et finalement j'ai choisi la scène du couteau, je sais pas si je la trouverai d'ailleurs, et en plus bon, vu qu'elle est assez choc quand même, je sais pas si YouTube acceptera que je la mette, mais bon, ceux qui ont vu le film je pense comprendront de quoi je parle. Un moment qui fait très mal, très mal, qui est vraiment le climax des séquences gore horrifiques dans le film, qui fonctionne parfaitement bien en termes de tension, en termes de mise en scène, en termes d'ambiance. C'est vraiment une séquence très déstabilisante, un sommet de séquences horrifiques pour moi sur cette année 2025, donc voilà. Et puis globalement voyez le film, parce qu'en plus certes le film peut faire très peur, il y a aussi des moments assez chocs en termes de violence, mais il y a aussi des séquences assez émouvantes, il faut le dire. Alors, j'avoue que c'est le truc qui m'a un peu moins parlé dans l'ensemble, et c'est pour ça que le film n'est pas dans le top 10. Mais quand même, ce n'est pas que un film dégueulasse et gore, bien au contraire, il est aussi très intelligent dans la construction de ses personnages et dans sa mise en scène. Donc en tout cas, c'est une vive recommandation si vous l'avez manqué. Et enfin, le numéro 1 de ce top 5 scènes, c'est dans Évanoui de Zach Cregger, Weapons. Pareil, que j'avais vraiment bien aimé. Pareil, pas si loin du top 10. J'avais un peu moins aimé le dernier tiers, pour être tout à fait honnête, je le reconnais. Dans le côté un peu surexplicatif, même s'il y avait quand même 2-3 grands moments dans cette partie-là, mais bon, voilà, tout le segment du gamin, sans trop en dire, j'étais en mode il en manque trop, c'est dommage. Puis bon, aussi la révélation, faut quand même avouer que j'étais un peu déçu. Puis la fin aussi, la toute fin qui m'interroge encore, je trouve ça tellement dommage de pas avoir un peu plus poussé la séquence finale, parce que je trouve qu'il y avait plein de questions à poser sur la légitimité de la violence, sur machin, et au final je trouve que le film en fait rien, et je trouve ça très dommage. En tout cas, la séquence qui m'intéresse est la scène de la voiture, je l'appelle la scène de la voiture, qui pareil est terrifiante. Le film n'est pas spécialement terrifiant dans sa globalité, mais alors cette séquence-là, qui dure à peine 2 minutes, en termes de mise en scène, en termes d'ambiance, elle est parfaite. Elle est horrible d'intensité. Et vraiment, je ne respirais plus en salle. C'est en plus encore un moment dans le film, on est très dans le flou dans ce qui se passe, donc il y a un côté très étrange qui aussi donc rajoute une couche dans l'angoisse. Du coup, je sais pas si c'est une séquence qui, en revoyant le film, marche aussi bien. C'est un peu la crainte que j'ai, mais bon, en tout cas, là, dans la salle,
Je me suis chié dessus pendant cette séquence. Ça reste la séquence qui me reste en tête sur l'année. Une des séquences, on exclut le film du top 10 évidemment, mais j'y reviendrai. En plus, on s'attend à quelque chose et finalement, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Et en plus, voilà, il y a pas de jumpscare facile ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la pure ambiance et de la pure angoisse. Et ça fonctionne parfaitement bien. Bravo, cher monsieur Krieger. Voilà pour ce top 5 scènes. Avant de passer au top 10, évidemment, c'est la séquence frustrante de la vidéo. Les pas vu. Il y en a toujours, il y a 17 films, 17 putains de films que je voulais voir, entre guillemets absolument, et que j'ai pas pu rattraper à temps avant de tourner ce bilan cinéma. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Je vous cite les films assez rapidement. Et donc, du coup, c'est 16 films, pas 17, pardon. J'avais encore Train Dreams dans ma liste, mais non, du coup, je l'ai vu, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, non, en fait, c'est que 16 films. Enfin, ça reste beaucoup, je trouve, mais bon. Les films en question, je les cite rapidement. The Ugly Stepsister, Sorry Baby, Escape from the 21st Century, Destination Finale Bloodlines, Des preuves d'amour, Ballerina, The Insider, A House of Dynamite, Brief History of a Family, 13 jours, 13 nuits, Running Man, L'évaluation, Brûle le sang, Nouvelle vague, Stop Motion et Partir un jour. Voilà, tous ces films-là ne sont pas dans le top 10 puisque je ne les ai pas vus, hélas. Et donc ça y est, c'est l'heure, c'est le moment du top 10 2025, mes 10 films préférés. Alors, il y a beaucoup de films que j'ai vraiment bien aimés sur l'année. Beaucoup. Peut-être trop. Justement, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de films qui ont été vraiment aux portes du top 10, même si je les ai vraiment aimés. Mais surtout, mon gros problème, entre guillemets, c'est que j'ai pas eu de vrai coup de cœur cette année. Pour que ce soit un peu plus concret dans ce que je vous dis, je note les films sur 10, sur Sens Critique. Sur les films de 2025, je n'ai mis aucun 8. Il y a beaucoup de 7, beaucoup de 7, mais pas de 8. Il n'y a aucun film qui a réussi à me faire dire c'était vraiment génial, je mets 8. Pour moi, 8 est une excellente note, je tiens à préciser. J'ai quand même promis à la commune de mettre 8 au top 1 dès que la vidéo sera sortie. Je le ferai, je me suis engagé, donc voilà. Je le mets un peu par défaut parce que bon, s'il y a bien un film qui mérite le 8 à la limite, c'est le top 1 parce que ça reste mon film préféré de l'année. Mais surtout, pour être tout à fait honnête, vu que j'avais quand même beaucoup de films à 7, ça a été extrêmement compliqué de faire le classement. Du coup, j'ai dû faire des choix, forcément, donc il y a eu des choix regrettables et des choix qui m'ont un peu frustré, machin, voilà. J'ai essayé de privilégier un peu des films moins connus, des films dont on a moins parlé, que j'ai moins vu dans les top 10 d'autres personnes, pour essayer de les mettre un peu plus en avant. Ça reste des films que j'ai vraiment aimé, attention, hein, ils n'ont pas non plus volé leur place dans le top 10, mais voilà, j'avoue que, alors à 2-3 exceptions près, vous allez voir, j'ai quand même privilégié les films moins connus. Il n'y a pas que des films pas connus dans le top 10, c'est pas ce que je dis, en tout cas, il y en a pas mal qui sont là aussi parce que ils ont été un peu plus confidentiels et donc j'avais envie quand même de soutenir un peu ces films-là, de les mettre en avant. Ça n'empêche pas qu'il y a des films pas très connus qui ne sont pas dans le top 10. D'ailleurs, je les cite rapidement. Je pense par exemple à En boucle, On vous croit ou encore Cloud. Le fait est que d'autres films moins connus ont réussi à se faire une place dans le top 10. Et honnêtement, encore une fois, le classement était très dur à faire. J'ai fait au mieux, je suis désolé, c'est peut-être un peu décevant quand même comment je vous le dis, mais voilà, j'essaie d'être honnête. L'année a été remplie de beaucoup de bons films, mais pas de très bons films, hélas. Alors peut-être qu'encore une fois, c'est parce que je suis aigri. Et à chaque fois, je trouvais un petit truc à dire sur les films, et donc qui m'empêchait vraiment de me dire c'est vraiment absolument génial, etc. À part encore une fois pour le top 1 à la limite. Mais on y reviendra. Ceci étant dit, vous le voyez venir évidemment, top 10 musical. Je pense que maintenant vous avez l'habitude. J'ai abordé tous les films dans des jeux de ciné. Donc voici mes 10 films préférés de l'année 2025 en images et en musique.
out of my control. Voilà donc pour ce top 10, et pour ne pas frustrer ceux qui n'aiment pas les tops musicaux, on va quand même revenir vite fait sur les 10 films. Petit bonus, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui est surtout là, parce que vous allez me dire, c'est le film peut-être qui est dans tous les top 10, qui est dans le top 1 de tous les top 10. Le mec nous annonce qu'il ne va nous mettre que des films inconnus, il nous met ça, c'est vrai, ça reste un film que j'ai bien aimé, et surtout, j'avais absolument envie de caler le thème principal du film dans le top 10, parce que je l'adore, le thème de Johnny Greenwood, c'est ce qu'on entend de la 10e à 6e place, donc j'avoue qu'il est principalement là pour caler le thème principal. Mais bon, en vrai, au-delà de ça, ça reste un film que j'ai vraiment bien aimé. Même si j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec la première demi-heure. Mais après, j'ai été embarqué. Et puis la séquence finale de poursuite, elle est assez géniale. Si le film n'était pas dans le top 10, je l'aurais mis dans le top 5 scènes sans hésiter. Parce qu'en termes de mise en scène, en termes d'utilisation du décor, etc., en termes de tension, ça fonctionne parfaitement bien. Le casting est formidable. Donc voilà, ça reste un film qui est de très bon niveau. Et ça fait plaisir de voir des blockbusters d'auteurs à la fois très accessibles et en même temps qui veulent vraiment faire du cinéma. Et le fait que ça a été un énorme succès public et critique, ça fait plaisir. En vrai, ça fait vraiment très plaisir. Donc je suis quand même content de le mettre dans le top 10. À bicyclette de... J'ai oublié le nom du metteur en scène parce que en plus je le prononce très mal à chaque fois. Désolé, je regarde vite fait. Mathias Mlecuse, je crois qu'on dit comme ça. Alors d'ailleurs avec ce film, j'ai toujours un petit souci. Le seul truc qui me dérangeait dans le film, entre guillemets, c'est le mélange documentaire-fiction. Où le film, on sait pas s'il veut être un documentaire ou une fiction. Apparemment, il a jamais été désigné comme documentaire officiellement. Et là, le film est nommé au César du meilleur documentaire. Du coup, non, c'est un documentaire alors. Même Mlecuse ne sait pas. Et c'était pour moi le gros défaut du film, c'était qu'il n'arrivait pas à trancher entre documentaire ou fiction. Si c'est une fiction, le film est quand même extrêmement proche de la vraie vie de Mathias Mlecuse. Si c'est un documentaire, j'ai l'impression qu'il y a quand même des espèces de parties un peu romancées. C'est très compliqué à dire. Et c'est vraiment cette dichotomie qui m'a un peu gêné. Mais après, au-delà de ça, j'avais trouvé le film assez formidable à quasiment tout point de vue. Je l'ai trouvé drôle, vraiment émouvant. C'est un des films qui m'a le plus ému cette année, à n'en pas douter. Et où vraiment, c'est une aventure humaine, etc. Et c'est très fort par moments. Et ça se suit vraiment très très bien. Donc voilà, au-delà de ça, le duo principal est extrêmement attachant. Il fonctionne parfaitement bien. C'était vraiment un film très réussi, quoi. Donc, mais il y avait juste cette espèce de dichotomie qui m'embêtait. Et du coup, apparemment, c'est un documentaire. Même Wikipédia ne dit pas que c'est un documentaire. On sait pas. C'est un bordel. Le fait que ça soit pas tranché m'énerve un peu. C'est le seul reproche que j'ai à faire au film. Mais sinon, ça reste vraiment bien et je vous le recommande. Kaim de Kiyoshi Kurosawa, qui est un moyen métrage, parce qu'il dure seulement 45 minutes. Mais quelle expérience, Kiyoshi Kurosawa. D'ailleurs, comme j'avais dit, je sais plus dans quelle émission ou quoi, n'a absolument aucun rapport avec Akira Kurosawa, je le pensais, mais pas du tout. Je vous fais un petit erratum. Il est très fort. Ce film-là est particulièrement intelligent dans sa conception de l'horreur. J'aime beaucoup ce qu'il en fait, avec cette espèce d'ambiance très mystérieuse, très étrange. Le tout est très flou, mais du coup, ça crée un sentiment d'étrangeté qui fonctionne parfaitement bien. Toute la séquence finale, j'en ai des frissons dans le dos rien que d'en parler. J'avais trouvé le film assez impressionnant, et en plus, vu qu'il est très court, je trouve que ça se mate vraiment bien. Et en tout cas, en salle, j'avais vraiment bien aimé. Et le film n'a fait que 14 000 entrées. C'est triste. Alors que franchement, ça, il a pas été bien distribué, j'imagine, mais quand même, quoi. Franchement, moi, je le trouvais assez impressionnant. Et en tout cas, c'était pour moi le meilleur film de Kurosawa sur 2025, parce qu'il en a quand même sorti 3, le Boog, cette année. Et pour moi, c'était clairement le meilleur, parce que c'était le plus intéressant, le plus radical aussi, je pense. Donc voilà. Indomptable de Thomas Gijol, qui a vraiment fait partie des excellentes surprises de l'année pour moi, parce que Thomas Gijol il arrive avec une espèce de comédie policière dramatique qui est presque une tragicomédie. C'était pas dans mon bingo, comme on dit, et vraiment j'ai trouvé ça très impressionnant comment c'était fait. J'ai été impressionné par la mise en scène, j'ai été impressionné par le ton global du film, j'ai été assez impressionné par son personnage qui est très, j'allais dire très gris, alors faut pas que ce soit mal interprété, mais dans le sens où il est pas du tout manichéen, vraiment très intéressant. Ça se passe, c'est tourné au Cameroun, un pays qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir beaucoup au cinéma, donc en plus voilà, il y a un côté très dépaysant dans l'ensemble. Et puis alors j'avoue que de voir le Burger Quiz africain, ça m'a assez régalé, j'avoue. Vraiment de découvrir en tout cas qu'il y en avait un et qui est apparemment toujours en tournage. Je me dis merde, ils ont plus de chance que nous. Parce que putain, tout le monde attend toujours. Non, vraiment une très bonne surprise, Indomptable. J'ai vraiment bien aimé. Bravo Thomas. Les Maudites de Pedro Martín Calero, qui est un film d'horreur espagnol qui a vraiment très peu fait parler. Et pourtant, bordel, quelle très bonne surprise aussi également. Un film qui m'avait vraiment impressionné encore une fois dans son mélange des genres, dans son ton, dans ses séquences horrifiques aussi, qui sont vraiment pour la plupart très impressionnantes et vraiment très réussies. Et en plus, il y avait tout un discours assez intelligent sur le féminisme et les violences conjugales. J'avais vraiment trouvé ça très impressionnant comment c'était fait et comment c'était amené. Et il y a vraiment des séquences qui me sont restées en tête, dans la narration aussi, qui est encore une fois pas linéaire, mais qui du coup arrive à parfaitement brouiller les pistes, en même temps du coup à nous maintenir en intérêt, etc. Donc globalement, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. J'avais beaucoup aussi aimé le trio d'actrices. Et encore une fois, le film a fait 23 000 entrées.
Vous êtes où les gens? Vous étiez où? Encore une fois, j'imagine une petite distribution, mais putain, le film mérite tellement mieux que ça, donc par pitié, allez-y quoi, allez le rattraper. Si vous aimez les films d'horreur, qui ont un propos qui sont pas dans le jumpscare facile et qui sont vraiment dans la pure angoisse, foncez, vous allez être servi. L'agent secret de Kleber Mendonça Filho, je pense que je prononce pas du tout bien, j'en suis navré, qui pareil, j'avais trouvé assez impressionnant dans ce mélange des genres, encore une fois. Je trouvais que les 2h30 passaient quand même relativement vite, donc de ce côté-là, c'était quand même très réussi. Excellent casting, je trouvais que la narration était vraiment très réussie. Wagner Moura est absolument impressionnant. Premier film de ce metteur en scène que je vois, et ça m'a donné envie de voir plus de films de sa filmographie. Encore une fois aussi dans le contexte politique et géographique donc du Brésil, je trouve que c'est un film vraiment très intéressant. Le seul petit truc qui m'a un peu embêté, c'était le fait que la fin m'a décontenancé dans le sens où cette fin est à la fois inattendue, bien amenée et en même temps un peu frustrante parce que du coup c'est vrai que d'un seul coup il y a une énorme prise de recul sur tout ce qu'on a vu avant où au final on se dit c'est qu'une petite histoire dans une grande et du coup c'est vrai que ça c'est assez vertigineux. J'ai aimé l'audace et l'originalité de cette fin qui du coup n'est pas du tout celle qu'on attend et en même temps c'est frustrant parce que on se dit merde au final il y a un peu de tout ça pour ça. Ça reste un sentiment mineur parce que le film est vraiment très bon et pour le coup c'est pas un film totalement inconnu et qui a bien marché donc s'il est cinquième c'est que vous vous doutez bien qu'il était vraiment bien. Une belle réussite. L'épreuve du feu de Aurélien Père. Encore une fois une bonne surprise parce que j'avoue que le film de base m'intéressait pas des masses et au final je l'ai trouvé vraiment bien. Excellent duo d'acteurs, la révélation, alors je sais pas je prononce bien, Anja Verderosa qui d'ailleurs j'espère aura le César mais ça va être très compliqué parce qu'il y a une grosse concurrence dans la catégorie meilleur espoir féminin mais bon j'y crois quand même. Je l'ai trouvé assez génial et Félix Lefebvre aussi est très bon et puis le film arrive parfaitement à créer des séquences de malaise pur avec une certaine cruauté dans le côté lutte des classes, lutte sociale etc. où c'est fait de façon très subtile. Je trouve que c'est parfaitement réussi et dans la discrimination sociale aussi, c'est vraiment très fort et en plus une magnifique fin, assez cruelle et qui du coup assume complètement le propos jusqu'au bout, donc bravo, encore une fois un premier film très réussi, voilà, c'était vraiment bien, l'épreuve du feu, vraiment bien. Julie Seuté de Leonardo Van Dilge, j'ai pas été déçu du tout, j'ai eu un peu près ce que j'attendais, à savoir un drame sur le tennis, entre guillemets, où je trouve les séquences de tennis dans un premier temps très impressionnante. Je rappelle que le tennis c'est un sport que j'aime énormément, j'en fais, je le regarde beaucoup. Alors je sais pas du tout, encore une fois, si le personnage principal s'est entraîné pour le film ou si elle avait déjà un certain niveau, si du coup c'est pour ça qu'elle a été choisie. Les séquences de tennis sont extrêmement impressionnantes de réalisme, en plus elles sont très bien réalisées, très bien mises en scène, parce qu'en plus c'est pas juste elle qui joue au tennis, il y a un propos, il y a quelque chose qui est dit, et encore une fois, c'est ça aussi qui est génial dans ce film, c'est que dans les non-dits, dans machin, parce que c'est dans le titre, ça fonctionne parfaitement bien, il y a une ambiguïté, il y a un flou, c'est un film qui est très subtil, voilà, ça joue très bien, c'est très bien réalisé. Et franchement, au début de l'année, il a été top 1 pendant un long moment. Il a été dépassé par les deux premiers, on y va tout de suite, mais voilà. Seulement 14 000 entrées, encore une fois. Vous êtes tous les gens, voilà, vraiment, je vous le conseille absolument. Un film subtil, un film digne, et c'est globalement très touchant, et ça fonctionne très bien. Bravo. Mektoub My Love Kanto Doué de Keshish. Ouais, j'étais obligé de le mettre dans le top 10. Alors je sais que ça va peut-être faire parler, ça va peut-être faire réagir, notamment vis-à-vis de Keshish, j'en suis navré. Mais c'était vraiment bien. J'avais rattrapé Kanto Uno dans l'année pour aller voir ce second film au cinéma. J'aime beaucoup le fait qu'on garde la continuité du premier au début et qu'après ça part complètement sur autre chose dans cette dernière partie, à la fois troublante et en même temps qui invite le tragique dans l'histoire de façon intelligente et je trouve que c'est très bien fait, très bien amené. Et oui, donc on sent que c'est un film malade, on sent que c'est un film incomplet, c'est pas parfait. Mais encore une fois, il se dégage quelque chose de très fort dans l'ensemble, quoi. Et on espère, j'avoue, oui, on espère un Kanto trait, parce qu'on peut pas finir là-dessus, c'est pas possible. Il y a encore trop de choses à explorer, donc non, c'était réussi. Pas aussi fort que le premier, encore une fois, parce que le film est moins abouti. Attends, avec le contexte de sortie, ça peut se comprendre, hein, parce qu'il faut quand même rappeler le scandale intermezzo. On a quand même un film qui est vraiment de très bon niveau. Ça prouve quand même que cet enfoiré est très fort, hein, parce que le mec, avec un film incomplet, bourré de trous, arrive quand même à faire un des meilleurs films de l'année de loin. Donc le mec est très fort. Et donc, striptease intégral de Jean Libon, Yves Inan, Clémentine Bizio, Régine Dubois, Stéphanie De Smet et Mathilde Blanc, beaucoup de metteurs en scène. Bah ouais, alors je l'avais raté en salle, ça m'avait dégoûté et je l'ai rattrapé à la maison et j'ai quand même été bluffé. Je suis pas forcément un immense fan de striptease, j'ai découvert finalement assez récemment, j'ai pas tout vu loin de là mais bon j'ai vu on va dire les cultes et moi j'ai jamais
vu ça comme un truc voyeuriste ou moqueur, etc. Ça peut l'être par moments, effectivement, mais il y a aussi pas mal d'épisodes qui sont vraiment très dans l'humain, très dans la tentative de comprendre des comportements très bizarres par moments, effectivement, qui peuvent prêter à sourire ou rire. Je trouve que c'est jamais fait méchamment avec une malveillance. J'ai toujours trouvé que c'était vraiment filmé à hauteur sans jamais être dénigrant ou jugeant, etc. Moi, je l'ai jamais ressenti comme ça. Et encore une fois, dans ce film, je trouve que c'est parfaitement réussi. Alors, effectivement, le petit défaut, c'est que les différents segments manquent de lien. Ça reste une suite de sketchs, entre guillemets. Si, il y a quand même ce qui fait le lien entre les segments, donc c'est cette dernière séquence d'autopsie, autrement dire, qui m'a marqué. Je sais qu'elle a déplu à beaucoup de gens, mais moi, je l'ai trouvée intéressante. Parce que, encore une fois, je trouve que ça dit quelque chose. C'est pas juste gratos. Et puis, il y a la révélation de fin qui fonctionne parfaitement bien, je trouve. Et les segments pris indépendamment sont tous très bons. Il n'y en a aucun que j'ai trouvé vraiment en dessous, quoi. Le premier, donc, avec cette énorme critique. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a quand même un côté très jugeant. Et en même temps, il y a un peu de quoi. Tout le segment avec les influenceurs, je trouve quand même que ça dit quelque chose. Et là, ça embrasse une certaine modernité que je pense n'avait pas forcément été explorée beaucoup dans l'émission et qui, je trouve que c'est quand même fait avec énormément d'intelligence. Ne serait-ce que le plan où on voit les images de la télé de la guerre, etc. Et puis la personne au premier plan qui se demande, je sais plus là, qui a un faux problème. Voilà, enfin, encore une fois, tout est dit très subtilement. Toute la séquence à Avignon aussi, géniale, de drôlerie, l'intervention de Francis Lalanne. Pardon, mais c'est exceptionnel. Le zéro déchet aussi, qui est peut-être le moins intéressant rétrospectivement, mais ça fonctionne quand même. Il y a quand même une séquence assez savoureuse et c'est vraiment dans le pur esprit de l'émission. Par contre, le segment du médecin hypocondriaque, très très fort, c'est mon préféré, parce qu'en plus, avec la révélation vers la fin, c'est pas juste on montre. Non, c'est quand même fait intelligemment avec beaucoup d'intelligence dans le montage. Voilà, les documentaires, c'est ça aussi. Tout se fait dans le montage, tout se fait dans la mise en scène, et tout se fait avec le recul ou non, avec le placement de la caméra, etc. C'est très intelligent, je trouve que c'est très bien fait, et c'est à la fois drôle et tragique, et donc le segment de l'autopsie, qui pour moi fonctionne, parce qu'encore une fois, c'est pas gratos. Je trouve ça vraiment pas gratos du tout. Encore une fois, je trouve que c'est fait avec suffisamment d'intelligence et de prise de recul pour dire quelque chose. Pour moi, je trouve quand même que la séquence reste regardable. On est loin du truc le plus horrible qu'on ait jamais vu de notre vie. Alors peut-être que j'ai vu aussi des images chocs. C'est possible. Mais voilà, j'imagine qu'aussi c'est une réponse aux critiques que l'émission a eu sur le voyeurisme, etc. Voilà, et là vous dites quoi? Moi, je trouve ça brillant. Si je devais garder qu'un seul film cette année, c'est celui-là. Donc voilà, et donc ce sera avec plaisir que je le mettrai 8 sur 10. Parce que déjà, honnêtement, j'avais mis un gros 7. Donc allez, je mets à 8, ça me dérange pas tant que ça. Voilà donc pour ce top 10, il est donc temps de conclure avec les attentes 2026, mes principales attentes cinéma de l'année 2026. On va essayer de faire assez vite, parce qu'il n'y a pas non plus tant de films que ça, puis ça fait déjà longtemps que je tourne, donc cette vidéo va être beaucoup trop longue. Désolé. Le mois de janvier, même s'il est déjà passé, les 3 films que je vais forcément voir, j'en parlerai forcément un moment dans l'année, c'est quasi sûr que je les verrai peut-être pas au cinéma, mais en tout cas c'est sûr que j'en parlerai dans l'année et que je le rattraperai. Favor Mover Sister Brother de Jim Jarmusch, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, donc de Nia D'Acosta, on en a parlé tout à l'heure, Hamnet de Chloé Zhao. Le mois de février, aucun autre choix de Park Chan-wook, parce que Park Chan-wook. Couture de Alice Winocourt, parce que casting m'intrigue, parce que j'avais vraiment bien aimé Proxima de Winocourt, donc je garde ça en tête. Send Help de Sam Raimi, parce que Sam Raimi qui revient à l'horreur. Évidemment, j'ai hâte de voir ça. Le mois de mars, Die My Love de Lynn Ramsey. Le synopsis m'intrigue et parce que j'aime bien Jennifer Lawrence, donc voilà. Projet dernière chance de Thriller de Christopher Miller, parce que Thriller de Christopher Miller. Je sais pas trop à combien de temps, si ça peut leur permettre de pouvoir financer 23 Jump Street. Enfin, je sais même pas si c'est en projet, mais bon, j'ose l'espérer, j'imagine. Love on Trial de Koji Fukada, parce que Koji Fukada, j'avais encore une fois beaucoup aimé son dernier film Love Life. C'est un cinéaste japonais qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai hâte de voir son prochain film. Le mois d'avril, j'ai juste noté The Drama de Christopher Borgli, parce que j'avais vraiment bien aimé son Dream Scénario. J'avoue que le duo principal est intriguant sur papier, donc à voir ce qu'il va faire avec ça. Sur le mois de mai, Mis à mort de Guillaume Niclou, parce que le casting m'intéresse, parce que le synopsis est intriguant. Junk World de Takahide Ori, j'espère que je le prononce bien, qui est la suite apparemment, ou alors un prequel de Junkhead du même réalisateur dont j'avais parlé il y a 3-4 ans je crois, qui était donc ce film assez intéressant, intégralement fait en stop motion, où le mec avait tout fait tout seul, je crois, il avait mis 6-7 ans pour faire le film. Donc ça avait été assez impressionnant, donc là j'ai assez hâte de voir un nouveau film dans cet univers, donc trop cool que ça sorte apparemment en salle en plus, donc vraiment trop bien. Le mois de juin, 2 gros films, Disclosure Day de Steven Spielberg, bon, voilà, parce que j'ai besoin de dire pourquoi, et Toy Story 5 de Andrew Stanton et McKenna Harris.
pourquoi le film de trop? Et je suis sûr que je vais encore me faire avoir. Le mois de juillet, l'Odyssée de Christopher Nolan. Bon, obligé de le mettre là parce que ça reste intriguant. Evil Dead Burn de Sébastien Vanissek, parce que j'ai assez hâte de voir ce qu'un Français peut faire avec cette franchise. Et puis ça me permettra en plus, parce que je n'ai vu à l'heure actuelle aucun film Evil Dead. Je sais, c'est une honte. Moi qui adore Sam Raimi, donc voilà, de me plonger dans la saga. Ça me forcera entre guillemets à voir tous les films d'avant. Et aussi Cut Off de Jonah Hill, deuxième réalisation de Jonah Hill après l'excellent mid-90s. Là, apparemment, on sera plus dans un côté comédie que drame, mais j'ai quand même envie de voir ce que Jonah Hill peut nous proposer en tant que réalisateur. Le mois d'août, Reagan de Brad Bird, parce que Brad Bird, les films de ce mec restent quand même assez rares et le voir revenir à l'animation, j'avoue que c'est assez intriguant. En plus, ça a l'air d'être un truc assez adulte, donc j'avoue que j'ai hâte de voir ça. Flower Wall Street de David Robert Mitchell, parce que c'est un cinéaste que je trouve quand même assez intéressant, même si j'avais pas forcément beaucoup aimé son Under the Silver Lake, mais j'avais adoré It Follows, donc allez. Coyote versus Acme de Dave Green, parce que c'est un projet qui tient depuis longtemps. J'avoue que les Louis et toutes ces Bibi et Coyote, ça reste un truc qui m'a marqué en étant enfant. C'est un truc que je trouve génial et je pense qu'on peut en faire quelque chose d'intéressant. Donc allez, on va espérer que le film, avec tous ses reports et toutes ces complications pour qu'il sorte finalement, n'aura pas été trop impacté. The Dog Stars de Ridley Scott, qui nous propose un nouveau film de science-fiction. J'avoue que c'est intriguant. Donc allez, le mois de septembre, Digger de Alejandro González Iñárritu avec Tom Cruise. Forcément, c'est intriguant. Resident Evil de Zach Cregger. C'est principalement pour Zach Cregger dont on a parlé avec Weapons que je le mets là. Mais bon, si ça se trouve, ça sera nul. Parce que pour l'instant, aucun film Resident Evil a été bon. Enfin, en tout cas, de ce que je sais, parce que j'en ai vu aucun. Encore une fois, est-ce que ça me motivera à regarder tous les films de la saga avant de voir celui-ci? Pas sûr, parce qu'en plus, je crois que c'est encore un reboot ou machin. Bon. Peut-être que je le ferai pas, mais bon. On verra si ce film-là peut être intéressant. Le mois d'octobre, le nouveau M. Night Shyamalan, Remain. J'ai encore envie d'y croire, malgré ça fait 3 petites déceptions coup sur coup, mais j'ai encore envie d'y croire. Allez, là c'est coécrit avec un auteur de bouquin, donc je me dis, ça sera peut-être mieux en termes de scénario. Parce que c'est ce qui manque, le film de Shyamalan. La mise en scène, c'est génial, mais le scénario, ça coince un peu. J'espère que là, il aura été aidé et que ça va être plus construit narrativement. Je l'espère de tout cœur, bordel. Le mois de novembre, je suis obligé de le citer, pardon, Kaamelott, deuxième volet, partie 2 d'Alexandre Astier. J'y crois encore là aussi. Même si la première partie, oui, il y a plein de défauts, j'en suis parfaitement conscient, mais j'ai encore envie d'y croire. Mais aussi Hunger Games, lever de soleil sur la moisson de Francis Lawrence, parce que le dernier film Hunger Games était étonnamment vraiment bon. Celui-là a l'air encore une fois assez intriguant. Du coup, c'est pas vraiment une suite au précédent. C'est un choix surprenant, mais allez, j'ai encore envie d'y croire. Et le mois de décembre, encore une fois, évidemment, d'une 3e partie de Denis Villeneuve. Et là, j'avoue que ce qui m'intrigue surtout, c'est de voir ce qu'il va en faire, parce que pour avoir lu le 2e livre que ce film adaptera, donc à savoir Le Messie de Dune, c'est un livre qui, croyez-le ou non, est totalement anti-spectaculaire, qui est beaucoup plus politique, beaucoup plus dans l'introspection, etc. par rapport au précédent. Donc j'avoue que je suis assez curieux de voir ce qu'il va en faire. Je pense que ça peut être un anti-blockbuster par excellence. Enfin, si vraiment il respecte le bouquin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être très décontenancés, et j'espère voir une scission et que le film sera un peu mal aimable. C'est surtout ça qui m'intrigue, j'avoue. Nous verrons bien. Voilà donc pour ce bilan cinéma 2025. J'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Désolé si c'était un petit peu long. Il y avait beaucoup de trucs à dire. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus par mon top 10. N'hésitez pas évidemment à mettre le vôtre dans les commentaires, bien sûr, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à mettre les films que vous avez aimés ou non d'ailleurs. J'ai pas fait de flop parce que bon, c'est pas forcément intéressant de parler des mauvais films, hein. J'aurais pu en parler, hein, bien sûr. En vrai, j'ai déjà parlé de Mac Walter en début de vidéo, c'est déjà assez. Ou même de Zootopie 2 qui était quand même pas terrible. Donc bon, on a quand même parlé de films pas très bons. Donc voilà, rendez-vous au prochain Jus de Ciné pour voir donc ce que l'année 2026 nous réserve en termes de cinéma. On espère des belles choses, hein, parce qu'évidemment il y a plein de films que j'ai pas cités dans les attentes qui vont sortir, dont on n'a même pas encore conscience et qui vont être géniaux, j'en doute pas. Donc voilà, on espère encore être régalé sur 2026 en termes de cinéma. Merci infiniment de m'avoir suivi jusque là. Prenez soin de vous, allez voir des films en salle et à la prochaine pour plus de films. Ciao.